et bienvenue à notre événement de l'océan à l'industrie, comment réduire les émissions de CO2 grâce à l'efficacité énergétique. Alors je suis Candice Robert en charge de la communication pour ABB en France et nous sommes en live depuis le showroom ABB, l'expérience à Paris. Alors à mes côtés pour nourrir les échanges de ce jour, François Fray. Bonjour François. Bonjour Candice. Directeur du programme Esprit de Velox. Laure Kleiss, directrice ABB Motion en France. Bonjour Laure. Bonjour Candice. Et enfin Julien Olivier, directeur de la division marine chez Alfa Laval en France et pour l'Europe, l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Bonjour Candice. Bonjour. Alors, selon l'Agence internationale de l'énergie, être efficace énergétiquement permettrait de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans les 20 prochaines années. C'est cette conviction qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons des initiatives communes que nous allons vous partager tout au long de nos échanges aujourd'hui. Et sans attendre, je souhaiterais me tourner vers Laure afin de lui poser la première question, sachant que vous pourrez également poser vos questions dans le chat de l'événement. Et Laure, la première question, finalement, qu'est-ce que c'est être efficace sur le plan énergétique, s'il te plaît? Merci Candice, enchantée d'être avec vous toutes et vous tous qui nous avez rejoints. Qu'est-ce que c'est être efficace sur le plan énergétique? On va repositionner ça dans un contexte. Aujourd'hui, autour de nous, on a de l'énergie partout. On en consomme quotidiennement, que ça soit pour nous nourrir, pour nous habiller, pour se déplacer. Également, on sait que la population va augmenter et augmente drastiquement. L'électrification également, le besoin en électrification sur les transports également. Et donc, tout ça par conséquence, on sait que d'ici 2040, on va avoir un doublement des besoins en électricité. Donc vous voyez, ça va être, c'est quelque chose sur lequel on est tous concernés. Et si on consomme de l'énergie, si on consomme de l'électricité, qu'est-ce qui se passe? On va polluer, on va rejeter du CO2 dans l'atmosphère. Donc comment on va pouvoir agir là-dessus? En fait, c'est simple, il faut qu'on consomme moins ou il faut qu'on consomme mieux. D'accord? Ça a aussi un autre nom que vous entendez certainement régulièrement, qui est décarboner. D'accord? Et on va décarboner les processus. Comment on va faire ça concrètement? Donc il y a trois façons d'agir pour être efficace énergétiquement parlant. On va pouvoir agir sur la production d'énergie, sur la consommation et sur la récupération de cette énergie. Donc pour vous donner des exemples un peu simples pour que vous puissiez situer ce que ça veut dire, agir sur la production d'énergie, ça va être le choix des énergies qu'on va faire. Et vous savez qu'aujourd'hui, toutes et tous, vous pouvez choisir quel type d'énergie vous souhaitez avoir pour, par exemple, chauffer votre logement. Et l'idée, c'est d'utiliser le plus d'énergie verte possible. Concernant la consommation de l'énergie, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut moins ou mieux consommer. Et ça, si je reprends un exemple dans votre vie privée également, vous allez chauffer votre logement et vous pouvez agir en consommant de manière plus intelligente avec des capteurs, en laissant peut-être pas les radiateurs branchés tout le temps et sans arrêt alors qu'il fait plus chaud dehors ou plus froid. Donc vous allez pouvoir réguler et c'est la même chose qu'on va faire finalement dans les industries qui nous entourent et qui sont responsables au passage de quasiment 40% des rejets qu'on a. Donc ça peut être quelque chose de très important. Et puis ensuite, sur la récupération de l'énergie qui est dite fatale. Donc qu'est-ce que c'est que l'énergie fatale? Ça va être l'énergie qu'on ne va pas pouvoir consommer immédiatement quand elle va être produite. Et là, également, il existe des possibilités, finalement, pour stocker, par exemple, l'électricité dans des batteries qui vont agir comme des piles que vous connaissez tous et qui vont pouvoir, finalement, stocker, emmagasiner cette énergie et la redistribuer au moment opportun. Donc, vous voyez, on a beaucoup de possibilités pour agir et être plus efficace énergétiquement parlant. Après, ABB est clairement engagé et je voudrais préciser que justement, on a lancé en 2021 le mouvement pour l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que
on a tous à y contribuer et on a tous ensemble, c'est comme ça qu'on pourra avoir un impact. Quand je dis tous ensemble, je parle des individus qui doivent être sensibilisés sur ces thématiques, mais aussi les industriels qui ont une grosse part à jouer, mais également tout ce qui est recherche et développement pour aller justement aller sur des nouvelles technologies qui vont être plus efficaces, à haut rendement également, et puis évidemment les fournisseurs tels que ABB. Voilà. Merci Laure. Alors justement, ce mouvement pour l'efficacité énergétique, donc comme tu le dis, ABB n'est pas seul à y contribuer et le premier partenaire à l'avoir rejoint, c'est Alfa Laval. Donc du coup, Julien, est-ce que ça veut dire qu'Alfa Laval partage ses convictions, mais est-ce que ça va au-delà? Est-ce que tu es d'accord avec l'analyse que fait Laure de ce que c'est que d'être efficace sur le plan énergétique? Merci Candice, bonjour à tous. Oui, effectivement, je partage tout à fait ce que vient de dire Laure. On a, en tant qu'industriel, une grande responsabilité puisque on a tous des enjeux de sobriété énergétique qui sont possibles. Et donc, du coup, il était pour nous important de nous engager auprès d'ABB dans ce mouvement pour l'efficacité énergétique parce que ça correspond à nos valeurs. Et donc, du coup, cette sobriété énergétique, elle va démarrer avec nos propres centres de production, les centres de production de nos usines qui vont fabriquer les équipements d'échange de chaleur, les équipements de transfert de fluide ou de séparation, vont travailler simultanément sur les 3 scopes. Donc, le scope d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le premier scope, c'est toutes les émissions liées à nos propres centres de production, le scope 1. Le scope 2, ce sont les émissions associées à nos achats d'énergie, qui vont être utiles pour faire fonctionner nos usines. Et enfin, le scope 3, qui est un très large scope, qui va couvrir à la fois le traitement des déchets, qui va couvrir aussi les transports des matières premières, et également l'utilisation de nos équipements chez nos clients. Et c'est là aussi où il y a beaucoup d'enjeux pour nous, puisque nos équipements sont partout, dans l'industrie agroalimentaire, dans le traitement des eaux, c'est disponible aussi dans l'énergie, et enfin dans la marine. Et donc du coup, pour agir sur le scope 3, il faut qu'on propose à nos clients industriels des systèmes qui soient efficaces énergétiquement, qui soient capables de valoriser chaque calorie. Donc du coup, c'est pour ça que nous travaillons maintenant aussi avec notre partenaire Esprit de Velox. C'est parce que c'est un peu une synthèse de tous ces défis, c'est-à-dire efficacité énergétique, c'est absence de rejet et c'est optimisation des flux. Mais je ne vais pas rentrer trop en détail, je vais laisser François présenter ce beau programme. À toi François, donc présente-nous ce programme passionnant qui est Esprit de Velox, s'il te plaît. Donc Esprit de Velox, c'est un programme de sciences en mer, de sciences embarquées, dont la partie la plus visible et on va dire la plus emblématique aujourd'hui, c'est une plateforme, un grand voilier de 70 mètres avec 1000 mètres carrés à peu près pour faire de la science en mer, qui va embarquer une cinquantaine de personnes en autonomie énergétique. Donc, j'ai envie de dire une vision un peu extrême de ce qui a été abordé là. Nous allons produire notre énergie, nous allons stocker notre énergie, nous allons utiliser notre énergie et réutiliser tout ce qui peut être réutilisé, avec effectivement cet enjeu fort qui est celui d'une île, en fait. Parce que être en mer et être autonome, ça veut dire ne pas se raccorder à une prise à un moment ou à un autre. Et ça veut dire aussi je dirais être en mesure de bien adapter sa vie, son travail et ses opérations à cette énergie qu'on va avoir en mer. Donc c'est effectivement quelque chose de très important pour nous de travailler de manière sobre, de travailler de manière très efficiente pour que chaque watt, chaque parcelle de chaud ou de froid soit utilisée premièrement à bon escient, avec les impacts qui sont attendus et qui puissent nous autoriser à aller d'un pôle à l'autre en travaillant et je dirais de façon bien plus sobre, faire ce que la flotte océanographique très actuelle fait aujourd'hui avec, je dirais, une dépendance énergétique qu'on aura réduite de 75% à peu près. Oui, c'est colossal. Et alors, donc, et Alfa Laval et ABB sont partenaires de ton programme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des technologies qui existent aujourd'hui et qui sont mises à bord du navire? Alors le navire, je précise, n'est pas encore à l'eau, mais est-ce que vous travaillez donc ensemble sur ces sujets? Oui, on a la chance sur le programme Esprit de Velox de partir d'une feuille blanche. Et donc du coup, on peut définir une architecture très très innovante, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans l'industrie maritime. Et donc du coup, on va se concentrer sur 2 principaux sujets concernant Alfa Laval. C'est d'abord l'optimisation des flux d'énergie chaude qui sont disponibles à bord.
Et deuxièmement, la partie production d'eau douce et d'eau potable pour le bord. Sur le premier sujet, qui est donc du coup la valorisation des énergies chaudes, c'est qu'on a différents équipements à bord d'Esprit de Velox qui vont générer du chaud. Je prends par exemple les armoires électriques, le système de propulsion. Il y a un système de compression d'air aussi à bord qui va permettre de stocker de l'énergie sous forme d'air comprimé. Et puis un sujet un peu plus simple qui est la partie sèche-linge. Et donc on va venir capter les calories dans le bateau à différents endroits et on va les rediriger là où c'est utile. Et c'est utile, premièrement pour le chauffage des cabines, évidemment, hein, quand on est au pôle, il va faire froid. C'est utile aussi pour la production d'eau chaude sanitaire. Et enfin, c'est utile pour la production d'eau douce. Et donc là, c'est le deuxième sujet sur lequel intervient Alfa Laval, la production d'eau potable. On va utiliser ce qu'on appelle un bouilleur qui va pomper de l'eau de mer, on va bouillir cette eau de mer, puis la recondenser. Et le distillat qu'on récupère est en fait une eau propre pour les essais cliniques, pour les essais en laboratoire. C'est une eau qui va être aussi également potabilisée pour l'équipage, parce que je rappelle que le bateau est une île, elle doit être complètement autonome, et donc du coup elle doit subvenir à ses propres besoins en énergie, mais aussi en eau. Et donc c'est pour ça qu'on utilise ce bouilleur, qui est électrifié avec des équipements ABB, notamment sur la partie moteur de pompe. Et on va utiliser des moteurs haut rendement parce que c'est le premier poste de dépense énergétique électrique de ce système, c'est les moteurs de pompage. Oui, et pour compléter ce que tu dis, Julien, donc nous, côté ABB, de la même façon, on va agir sur la partie électrique. Et donc, comme François l'a expliqué, c'est une île. Donc, de la même façon, il va falloir qu'on puisse produire, consommer et puis récupérer cette électricité. Et donc, nous, avec nos solutions et nos produits ABB, on va pouvoir agir là-dessus. Donc, quand le bateau va pouvoir produire l'électricité via le vent, des panneaux solaires, par exemple, on va stocker cette électricité dans des batteries que l'on va fournir côté ABB. Et donc, on a 2 MWh, si je ne me trompe pas, de batteries à bord pour ce stockage-là. Et puis, derrière ça, on va aussi s'occuper de toute la distribution électrique et on va le faire, et la consommation, hein, et on va le faire de manière intelligente via nos technologies, donc que ce soit des moteurs, mais pas que, il y a des variateurs, il y a des onduleurs, il y a des tableaux distribution électrique, etc., des batteries, et donc tout ça va pouvoir, je dirais, de manière un peu cachée, alimenter le bateau et pouvoir le faire de manière aussi variable suivant, par exemple, les conditions extérieures et environnementales. Vous l'avez compris, le bateau il va aller aussi aux pôles. Il va faire froid, il va faire chaud. Donc là, on est sur, je dirais, l'extrémité de ce qu'on a décrit tout à l'heure et du besoin d'être efficace. Et je vais laisser peut-être François, si tu souhaites compléter. Oui, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'effectivement, quand on est au pôle au mois de mai, on n'a pas le même mix énergétique. Si on est dense sur une production énergétique qui est très embarquée, très interne, on n'a pas le même mix de production énergétique que si on est dans un climat tropical, avec des nuages qui passent, avec de la pluie, avec des choses de ce genre-là. On va avoir des fluctuations très importantes. On sait aujourd'hui à peu près qu'il va falloir vivre avec une production de 500 kWh à 1500 kWh par cycle de 24 heures. Donc ça veut dire qu'il va falloir être très prédictif, très opérationnel aussi pour arriver à tenir compte de ce qu'on a en réserve, de ces opérations qui ont été prévues, de cycles de transit en mer qui ont été prévus, pour effectivement ajuster ça à chaque fois de manière à pouvoir, encore une fois, travailler et vivre à bord, parce que quand on est sur une île, on vit, mais aussi on travaille, et faire ça avec cette énergie qu'on aura à ce moment-là, bien sûr. Merci beaucoup. Donc on parle d'une île, ce navire, c'est finalement aussi, on pourrait aussi l'apparenter à un bâtiment. Ce que je veux dire par là, c'est que, on l'a dit en introduction de ces échanges, le fait d'être efficient énergétiquement, c'est une nécessité d'aujourd'hui. Là, vous parlez de technologies qui seront embarquées sur le navire. Est-ce que ces technologies, aujourd'hui, on les utilise en tant qu'industriel pour différentes applications? Est-ce que c'est disponible tout de suite? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, pour l'industrie maritime, 2023 va marquer un tournant. Il y a des nouveaux indicateurs de performance énergétique et d'intensité carbone qui vont être déployés et obligatoires. Et
Et donc du coup, pour les armateurs qui exploitent ces navires au quotidien, ils vont regarder en détail qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'efficience de leur navire. Il faut rappeler que la marine marchande est encore très très dépendante des énergies fossiles, notamment pour alimenter les moteurs de propulsion qui vont servir à déplacer le bateau sur leur route commerciale. Et il est intéressant de regarder un peu plus en détail le moteur de propulsion parce que c'est pas un composant qui est très très efficace énergétiquement. Jusqu'à 60% de son énergie peut être dissipée sous forme de chaleur et donc du coup va produire de la chaleur fatale qui n'est pas forcément utilisée à bord. Et une des missions aujourd'hui d'Alfa Laval, c'est de travailler justement dans la valorisation de ce flux d'air chaud, qui est une énergie, avec notamment la mise en place à l'intérieur du navire de turbines vapeur ou de turbines basse température qui vont pouvoir valoriser chaque calorie disponible et ainsi augmenter l'efficience du navire. Il y a d'autres pistes aussi qui sont à investiguer plus en détail. Et il y a notamment la partie électrification du navire, électrification à quai, ce qu'on appelle le shore to ship en bon anglais, où là, grâce à la connexion du navire au réseau électrique lorsqu'il est à quai, au réseau électrique national, on va pouvoir à la fois éteindre la chaudière de mouillage qui est censée produire le chaud et les moteurs auxiliaires qui sont censés produire l'électricité. Et donc du coup, ça a deux effets très très bénéfiques immédiats. C'est que premièrement, on va diminuer drastiquement les émissions de CO2, puisqu'il n'y a plus de combustion à l'intérieur du navire. Et deuxièmement, on va aussi réduire les particules fines de manière très très drastique. Et donc du coup, c'est des choses qui sont développées en ce moment, notamment en partenariat avec ABB, puisque nous avons disponible sur notre site alphalaval.fr un webinar qui justement retrace les différentes solutions proposées par nos deux sociétés. Très bien, merci beaucoup. Laure, est-ce que tu veux compléter sur ces technos actuels? Oui, bien sûr. Alors, et de la même façon, on a aujourd'hui des technologies qui existent et qui existent déjà depuis longtemps. Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment utilisées. C'est aussi ou peut-être connues d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce mouvement. C'est aussi pour sensibiliser et faire connaître toutes ces technologies, alors les nôtres, mais celles aussi de partenaires comme Alfa Laval. Et si j'en reviens à ABB, bon, j'ai deux exemples, je dirais, qui me viennent en tête naturellement. C'est sur la partie motion. Donc, on a aujourd'hui dans le monde à peu près 300 millions de moteurs qui sont installés, qui sont invisibles. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de mon intervention. En fait, ils sont partout autour de nous, on ne les voit pas, mais ils vont être dans des systèmes de ventilation, dans des systèmes de climatisation, ils vont être dans des bâtiments, ils vont être dans des industries avec des pompes. Et donc en fait, tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on utilise et la façon dont on vit, en fait, on les utilise. Et ces 300 millions de moteurs, en fait, ils sont plus que, je dirais, inefficaces pour la plupart. Pourquoi inefficaces? J'aime bien faire les parallèles pour comprendre. En fait, le moteur inefficace, ça va être comme, je dirais, votre voiture que vous allez laisser tourner inefficacement ou sur lequel vous allez appuyer sur l'accélérateur non-stop sans pouvoir adapter votre vitesse. Vous pouvez avoir des moteurs qui soit sont surdimensionnés, ou alors après vous allez en avoir qui sont sous-dimensionnés, donc qui vont chauffer inutilement. Et puis ensuite, vous allez avoir la classe d'efficacité énergétique également. Et il y a aujourd'hui beaucoup de moteurs qui ne sont pas des moteurs à haut rendement. Je pense par exemple à des moteurs IE2, IE3. Et donc en changeant et en adaptant au mieux finalement à la fois le type de moteur et le type de rendement, vous allez pouvoir gagner énormément d'efficacité. Et pour vous donner un exemple concret, en passant d'un moteur IE3 sur un moteur IE5, ce qu'ABB propose aujourd'hui, on va gagner jusqu'à 40%, on va avoir jusqu'à 40% de pertes en moins en fait sur le plan énergétique. Donc c'est très important. Et le remplacement de ces 300 millions de moteurs, si on les remplaçait tous, pourrait nous permettre d'atteindre 10% de consommation électrique mondiale en moins, ce qui est énorme et donc très, très critique, je dirais. Et pour aller même plus loin, on a également le rôle du variateur de vitesse.
Le variateur de vitesse, c'est quoi? C'est ce qu'on va mettre avec le moteur qui va justement permettre de réguler, en fait, et donc, encore une fois, d'être encore plus efficace. Et l'ajout, aujourd'hui, on a à peu près un moteur sur 5 uniquement qui est équipé d'un variateur de vitesse. Et donc, si on ajoute ce variateur de vitesse, on va pouvoir, en plus de la classe énergétique, gagner entre 25 et 50% d'efficacité supplémentaire. Donc, c'est colossal. Et ça, c'est disponible tout de suite. Ce qu'on peut peut-être ajouter très brièvement aussi à bord, c'est qu'on est sur une vraie industrie je dirais à cycle très long. On part en mer pour une expérience de 35 à 50 ans à peu près. Ça veut dire que ce que j'ai annoncé, ce qu'on a dit un petit peu ensemble, on le fait avec ce qui existe aujourd'hui. Oui. Donc c'est un premier point qui est très important. On peut être aujourd'hui autonome en mer si on prend le temps de faire ce travail-là. Et cet engagement que l'on a pris aussi ensemble, c'est de dire sur ce cycle de vie qui va être très long, on va aussi accompagner les évolutions et faire en sorte que progressivement à bord, on change avec des choses qui vont nous permettre d'être de plus en plus efficaces, de plus en plus autonomes et peut-être un jour aller dans des endroits comme des coins où il fait très froid, où il y a très peu de soleil, genre les pôles, mais plus sur la période estivale et par contre un peu plus vers printemps, automne et été. Alors qu'aujourd'hui, si on le fait avec ce qu'on a sous la main, on ne peut pas le faire en fait. Voilà. Oui, donc finalement, être efficace énergétiquement, c'est utiliser des technologies qui, pour certaines, existent déjà, de les adopter massivement, de s'adapter aussi à l'écosystème qui nous entoure. Et ce qui est quand même, ce qui nous interroge, c'est que finalement, si c'est disponible, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Laure, tu disais, un moteur sur 5 équipé d'un variateur, pourquoi ça n'est pas plus massivement adopté? Est-ce que tu penses, par exemple, François, que c'est lié à l'implication, à la prise de conscience, à des investissements? Je pense qu'il y a des choses qui changent quand même. Enfin, on a tous aujourd'hui, si on prend un historique de ces impacts environnementaux, le rapport du Club de Rome de 72, il passe à peu près inaperçu à cette époque-là. Aujourd'hui, les rapports du GIEC, sauf s'il y a une guerre qui arrive en même temps, on en parle à peu près, un petit peu moins, mais en tout cas on en parle. Et c'est vrai que le monde industriel, alors il y a une pression de réglementation avec des vrais objectifs qui arrivent, hein, ça c'est des choses importantes. En mer, par exemple, il faut qu'à horizon de 2050, on produise moins de 70% de CO2 par rapport à ce que c'était en 2008-2009. Donc ça c'est des vrais objectifs qui font que les industriels sont obligés de vivre avec. Après, il y a le rythme de chaque industrie, et en mer, on est sur un rythme qui est des gros objets qui coûtent très cher, qui ont une durée de vie qui est très importante, et qui ne sont pas simples à faire évoluer dans le temps quand même. Et alors, comment on peut mobiliser en tant qu'employeur aussi, en tant qu'industriel, équipementier, par exemple Julien chez Alfa Laval? Je pense que le salut peut venir des jeunes générations. On a la chance d'avoir sur nos différents sites de production à Alfa Laval en France des étudiants et des alternants qui viennent de tous horizons. Et cette jeune génération nous défie un peu sur notre capacité à nous engager dans la limitation de ces gaz à effet de serre. Et il est intéressant de les écouter. Et un des principaux challenges aujourd'hui qu'on voit arriver de leur part, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, industriels, sur les 3 R. Donc les 3 R, je les rappelle, hein, c'est mieux recycler, c'est réutiliser et c'est réduire les rejets. Et donc du coup, on est obligé d'apporter des solutions parce qu'on veut capter ces jeunes talents et on veut leur donner envie de rester chez nous industriels. Et donc par exemple, dans le R de recycler, on démarre aujourd'hui à recycler les plaques de nos échangeurs, les plaques métalliques, pour pouvoir ensuite récupérer cette matière première qui nous est indispensable dans la fabrication de nos échangeurs de chaleur. Et donc, on prend cette matière métallique recyclée et on la réinjecte dans la ligne de production. Il y a un autre enjeu majeur aussi, je pense, c'est le service, parce que grâce au service, on va pouvoir étendre le cycle de vie de nos équipements. On va pouvoir aussi reconditionner des équipements qui sont potentiellement encore bons pour le service. Et j'aime bien prendre des exemples d'équipements qui sont à bord depuis plus de 30 ans, pour lesquels aujourd'hui on est toujours capable de fournir des pièces détachées. Donc, pas d'obsolescence programmée, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite les voir les durer le plus longtemps possible. Et c'est vraiment ce type d'engagement qui va faire que les jeunes générations nous font confiance
Et j'imagine que nous ne sommes pas les seuls industriels à faire ce type d'initiative. Oui, clairement. Et je dirais, en plus de tout ça, côté ABB, je voudrais citer 3 axes sur lesquels on travaille, hein, d'arrache-pied. Il y a, je dirais, tous les sites. Hein. ABB a de nombreux sites en France. On a aussi un travail au niveau des collaborateurs, et tu le disais tout à l'heure très clairement, de sensibilisation et puis aussi d'engagement, hein, dans ces problématiques-là. Et puis, le troisième, pas des moindres, également nos partenaires et nos clients. Donc, pour étayer un peu ça, sur nos sites, aujourd'hui, 14 de nos sites sur 15 utilisent des énergies vertes, et on a un contrat spécifique pour ça qui nous garantit que ce qu'on va utiliser va provenir, ou en tout cas va être produit par des énergies vertes, pardon, et en particulier tout ce qui va être hydraulique. Ensuite, au niveau de nos collaborateurs, clairement, on veut les sensibiliser, et on a lancé quelque chose chez ABB France, hein, pour sensibiliser ses collaborateurs, en fait, sous forme de groupes de travail, d'échanges, de workshops qui durent entre une demi-journée et une journée, et qui s'appelle en fait la fresque du climat, qui est un serious game. On va discuter autour de la problématique du réchauffement et des changements climatiques. Et ces discussions vont permettre une prise de conscience à la fois individuelle, et une réflexion individuelle, mais aussi une réflexion collective en fait, sur comment on va pouvoir agir à la fois en tant que personne, mais aussi avec notre entreprise, et donc ABB qui est quand même voilà, je dirais un acteur important, et qui peut avoir aussi un impact important. Euh, pour compléter ça, chez ABB France et chez Motion France, on est vraiment assez engagé là-dedans, et on est tellement engagé qu'on a réussi aussi à faire en sorte que ces discussions et ces réflexions soient déployées aussi au niveau groupe. Et donc on est assez fiers d'avoir pu convaincre le groupe de déployer ce type de réflexion dans 12 autres pays, dont la Chine et l'Inde, qui sont quand même des pays assez importants. Et donc pour terminer, et pour faire le lien avec tous nos partenaires et nos clients, dans ce serious game, la première chose qu'on apprend ou qu'on découvre peut-être pour certains, c'est que finalement l'activité humaine contribue, et le premier contributeur à ces effets de serre, ce CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. Et donc, si on regarde un petit peu comment se dispatche cette activité humaine, finalement, il y a à peu près 40% dans l'industrie, mais on va avoir aussi l'agriculture, qui a aussi un gros poste, hein, à peu près 25%, les bâtiments, hein, toutes sortes de bâtiments, que ce soit des écoles, mais aussi des bâtiments industriels ou des bureaux, hein, ce bâtiment-là également. Et puis, donc, toutes je dirais, ces industries-là, c'est notre cœur de business chez ABB. Nous, c'est vraiment avec là où vont être installées nos solutions et nos produits. Donc, on a clairement un engagement, et un engagement que le groupe ABB a pris, c'est d'aider nos clients à réduire de 100 millions de réduction par an. Et vous allez me dire, ok, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça représente, et comment surtout on peut le calculer. Et donc ça, en France, on a un moyen de le faire. On a la chance d'avoir ce qu'on appelle les C2E, qui sont les certificats d'économie d'énergie, qui sont en fait des primes gouvernementales pour inciter les industriels à moderniser leurs équipements, pour du coup passer sur des équipements plus efficaces, et qui vont permettre une plus grande efficacité énergétique. Et l'année dernière, pour vous donner une idée, on a pu sauver à peu près 3700 tonnes, ce qui est l'équivalent de ce qu'une ville va rejeter sur une année. C'est en France, ça. Ouais, en France, et ce sera une ville de type Reims ou Strasbourg. Donc on a quand même réussi à sauver beaucoup. Et on s'est fixé l'objectif à 4700 tonnes pour cette année, sachant que ces certificats d'énergie, finalement, représentent qu'une toute petite part de ce qu'on fait. Et comme vous l'avez compris tout à l'heure, en fait, dès qu'on va remplacer par quelque chose avec une technologie plus moderne et plus efficace, on va pouvoir avoir un impact. Et donc, encore une fois, je le répète, ça peut paraître une goutte d'eau, je dirais,
dans le monde, mais si tout le monde et tous les acteurs prennent le pas et sont sensibilisés, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un réel impact et puis faire finalement bouger les choses. Et clairement, on est, je pense, convaincus tous ici qu'Esprit de Vélox, c'est aussi un magnifique emblème en fait de ce qu'on va pouvoir faire demain. Et merci François pour cette initiative. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut soutenir le programme? Oui, bien sûr. Alors, on va dire qu'on est aujourd'hui entouré d'une quarantaine de grands industriels comme ABB, Alfa Laval, et que c'est un plaisir de travailler ensemble parce qu'on est en train de produire un monde qui n'existe pas encore. On espère avoir fini les études d'ici un an et demi à peu près, d'être à l'eau à horizon de 2025. On peut nous aider encore, bien sûr, parce qu'il faut du cash pour arriver à construire cette plateforme, parce que c'est un gros progrès, c'est un gros projet de R&D. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Bon, on saura où trouver tes coordonnées, je pense, via l'event. J'en profite pour vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, on va bientôt passer à une partie un peu plus d'échange avec vous qui nous regardez. Et puis, vous aurez également la possibilité de laisser, en fait, via un petit questionnaire de satisfaction, votre avis sur cet événement. Et puis, surtout, donc, nous contacter, soit ABB, soit Esprit de Vélox, soit Alfa Laval, via un petit formulaire. Voilà, vous pourrez le faire aisément. Alors, voyons un petit peu les questions. Il y en a une, je pense, qu'on se pose. Comment on rejoint le mouvement pour l'efficacité énergétique, Laure? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce qu'il faut démontrer quelque chose? Alfa Laval nous a fait l'honneur de nous rejoindre assez rapidement et a été le premier à s'engager. Mais oui, clairement, on va ouvrir le mouvement en fait à tous les industriels et les acteurs, je dirais, qui souhaitent montrer ouvertement leur engagement dans cette efficacité énergétique et qui ont cet objectif-là. Donc à partir du 4 avril, on va ouvrir en fait les candidatures et vous pourrez vous inscrire via Internet. On aura un petit formulaire où il faudra que vous nous expliquiez naturellement quels sont vos engagements et comment vous souhaitez contribuer en fait dans ce mouvement. Donc à partir du 4 avril, ça sera ouvert à tous et vous trouverez à la fois sur Internet, sur notre site, mais aussi sur LinkedIn et les réseaux sociaux comment nous rejoindre. Et puis n'hésitez pas à vous contacter également. On sera ravis de regarder ensemble comment justement pouvoir créer cet impact. Très bien, ouais, et c'est demain, le 4 avril, ça tombe plutôt demain. Bien. Donc voilà, après Alfa Laval, on espère que de nombreux partenaires nous rejoindront. Alors, voici les questions. Allons-y. Bon, déjà, il y a des petits commentaires sympas, des gens qui nous regardent du Cameroun, des gens qui aimeraient qu'on traduise en anglais. On ne va pas avoir la capacité de le faire en live, mais c'est pareil. Please contact us through the formulaire and we will get back to you. There is a link at the bottom of the event. Et certaines personnes qui réagissent en nous disant que c'est vraiment un changement d'état d'esprit, c'est un changement de perception du marché, cette efficacité énergétique, c'est un nouveau prisme qui nous permet d'aborder les univers dans lesquels on travaille, mais on l'a dit aussi dans notre quotidien, parce que finalement l'efficacité énergétique, elle est présente, elle doit s'appliquer absolument partout. J'ai peut-être envie juste de faire mon scientifique pas drôle à ce moment-là et dire que on n'a pas le choix quand même. On est vraiment sur une courbe qui est extrêmement inquiétante et il faut aujourd'hui qu'on puisse arriver à remettre les choses en ligne si on veut espérer que le monde dans lequel nos enfants vont vivre, on parlait de nos enfants ce matin, que le monde dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vont vivre soit un monde acceptable. On sait que ça ne sera pas le même que le nôtre. Oui. Ça, c'est acté aujourd'hui. Et donc, il faut aussi qu'on puisse faire notre part de travail aujourd'hui pour infléchir cette courbe, et on n'y est pas. Donc on a vraiment et pour compléter ce que tu dis, vrai défi important. Ouais, c'est exactement en fait, je pense que ce qu'on veut aussi montrer aujourd'hui, c'est que c'est pas tout seul qu'on va réussir à faire ce changement-là. Donc c'est en alliant nos forces respectives, je pense qu'on va pouvoir justement au mieux contribuer, développer les bonnes technologies et puis accélérer.
Et en tant qu'on a tous cette responsabilité, et en tant qu'employeur, et ça doit venir de nous, et on s'empare de cette responsabilité vraiment depuis longtemps, et on espère que ça va s'accélérer. Merci. Alors, est-ce que vous êtes sur la marine commerciale et civile uniquement? Je pense que c'est... Alors, Tout le monde peut y répondre. je vais prendre la parole. Ce qui est intéressant avec le projet Esprit de Velox qui est porté par François, c'est que c'est vraiment l'idée d'avoir un bateau qui soit efficace. Et une des contraintes pour l'efficacité, c'est qu'on soit plus léger, parce que si on est plus léger, on a moins de matière à transporter, on a besoin de moins de matière pour la construction, donc c'est un cercle vertueux. Et donc forcément, les débouchés d'une structure extrêmement légère comme sur laquelle tu travailles, François, aura des débouchés dans toutes les marines, que ce soit les marines de recherche, premier débouché pour Esprit de Velox, que ce soit la marine marchande, puisque évidemment elle va profiter de tous ces développements, mais aussi demain la marine militaire, puisque grâce à des bateaux plus efficaces, on peut imaginer des missions plus longues et donc du coup des rotations d'équipage qui soient moins nombreuses. Et donc ça intéresse toutes les marines, quel que soit leur débouché. Et ça veut dire aussi pour eux aller plus loin avec le même plein. Tout à fait. Ce qui est très important. Et puis ça veut dire aussi, parce que je pense à la plaisance, qui est pas, je dirais, une cible évidente aujourd'hui quand on parle sur ces projets, de ces programmes-là. On travaille, par exemple, on parlait de recyclage ensemble, on travaille sur un composite qu'on va pouvoir réutiliser en fin de vie. Dans un monde idéal, on aimerait même que Esprit de Velox soit fait dans du recyclé. Mais aujourd'hui, comme c'est vraiment une industrie qui se met en route, on n'a pas le produit pour le faire en quantité suffisamment importante. Mais ça veut dire que demain matin, progressivement, on va pouvoir réutiliser des objets en fin de vie pour en faire d'autres. Et ça aussi, c'est très important quand même. Absolument, pour la durabilité, hein, on a parlé de pollution atmosphérique, mais on a aussi parlé d'économie circulaire, de comment on pouvait recycler. Hein. Je pense qu'on est conscient que l'efficacité énergétique, finalement, elle s'applique à toute la chaîne de valeur et elle va plus loin que, évidemment, les rejets dans l'atmosphère. Oui, peut-être pour compléter ce que tu dis, on en a parlé aussi ensemble, je pense que ce soit Alfa Laval ou ABB, on recycle également tout notre matériel en fin de vie. Donc ça, c'est aussi un engagement qu'on a pris et qu'on propose à tous nos clients. Donc, parce qu'on est quand même aussi sur des matériaux nobles qui peuvent être revalorisés de manière extrêmement facile. Comment on revalorise justement, par exemple chez Alfa Laval, il y a des organismes qui vous aident Alors on travaille avec des entreprises qui sont spécialisées dans le recyclage et la revalorisation des matières premières. Donc l'exemple le plus frappant côté Alfa Laval, c'est sans doute le partenariat qui a été construit avec Stena, qui justement nous aide par ses compétences à revaloriser ces matières métalliques, les transforme de manière à ce qu'on puisse les réutiliser dans nos lignes de production, et comme ça nous permet de reconstruire des matériels, de refabriquer des matériels à partir de ces matériaux collectés. Et donc c'est vraiment cet écosystème, cette plateforme de multi-acteurs qui va permettre d'être le plus efficient possible dans la construction des futurs équipements. Merci Julien. Alors le calendrier d'Esprit de Velox, tu nous as parlé un petit peu là, des prochaines phases. La mise à l'eau est prévue pour quand? Je crois que ça intéresse les gens qui nous écoutent. Oui, on aimerait que ça se passe fin 2025, ça serait bien, ça serait bien. On a une avance aujourd'hui sur les grands programmes institutionnels qui ne sont pas européens. On essaie de travailler avec la France et avec les institutions européennes pour faire en sorte qu'on puisse émerger un peu plus vite et je vais dire entériner cette avance-là, parce que je pense que c'est important et pour nous et pour une forme de filière très très large. Donc on espère, oui, être sur les premiers tours à la mer à partir de 2025 et après entrer sur des cycles triennaux de campagne scientifique sur les spots les plus importants en matière de biodiversité, de climat et de grands champs sur les interactions en fait entre les activités humaines et les écosystèmes qui sont en mer. D'accord. Et sur la construction, je crois qu'on a vu d'ailleurs pendant la discussion une photo, une silhouette, du bateau qui est en cours de conception. Oui. Pas encore fabrication, il va y avoir différentes étapes. Comment ça va se dérouler, puisque on est du coup beaucoup d'acteurs à essayer de contribuer, même si c'est toi qui pilotes.
Ben, en fait, on est sur des choses que le monde industriel a bien en tête et qui ne sont pas encore, transposées dans le maritime aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prépare ce qu'on appelle un jumeau que je qualifierais de numérique, en fait, qui, au-delà de plans 3D, qui pourrait être une image un petit peu simple, va prendre aussi des formes de réaction dans le monde de l'énergie, de l'eau, etc., propulsion. Et donc on joue les formes de scénarios qu'on va vivre après à la mer. Et ça dure encore 1 an et demi, parce qu'il y a des sujets qui sont très sensibles. Par exemple, je tiens un point fixe, parce que c'est très important sur les opérations scientifiques, je tiens un point fixe sans propulseur à mon étrave, par contre avec des voiles, donc ça change le monde de manière très importante. Et puis, une fois que ça c'est très clair, on va pouvoir engager la production, j'imagine, à horizon de fin 2023 à peu près. Et où ça, tu sais déjà? On a des pistes sérieuses et on souhaite que ça se passe en France et au moins en Europe. On va essayer de ne pas tomber dans des invitations extra-européennes qui seraient pas souhaitables, je pense, pour nous tous ici aujourd'hui. Très bien, j'espère qu'on sera là à tes côtés. Il y a des commentaires, hein. Une analyse du cycle de vie incluant l'impact positif sur la vie marine montrera encore davantage le caractère responsable de ce magnifique projet. Bien sûr, mais c'est intégré depuis le début, donc voilà. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, il est... Est-ce que les batteries de stockage sont celles de Hitachi Energy? Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Elles seront ABB Energy. Voilà. Je rejette un petit coup d'œil sur les questions, mais je pense que nous avons fait le tour. Encore une fois, si vous avez envie de poursuivre l'échange avec nous, avec ABB, Esprit de Velox, Alpha Laval, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera vraiment ravis de pouvoir poursuivre, de pouvoir continuer à expliquer comment nous pensons qu'aujourd'hui l'efficacité énergétique peut s'appliquer à tous les domaines industriels sur l'océan et bien d'autres. N'hésitez pas à aller voir les petits liens qui sont donc à la fin de cet événement live. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Merci Candice. Pour votre, Je te remercie Candice aussi. Merci beaucoup pour la qualité de nos échanges. J'espère que également vous aurez apprécié ce moment et je vous souhaite une bonne journée. Et Candice, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont derrière aussi et qui ont permis cet événement et qui nous ont supportés. Voilà, un grand merci. Merci à tous. Très bonne journée à tous.